Bonjour et bienvenue dans les matins du Sénat. Le 26 septembre dernier, un impressionnant incendie se déclarait dans l'usine Lubrizol de Rouen. Des milliers de tonnes de produits chimiques partaient en fumée. Odeur gênante, agriculteurs tenus de ne pas récolter leurs denrées alimentaires, pompiers malades après leur intervention. Le drame a suscité beaucoup de colère et d'interrogations. En conséquence, le Sénat a lancé une commission d'enquête au mois d'octobre. Vous allez assister à l'audition du PDG de Lubrizol par cette commission. Bonne audition, on se retrouve juste après sur Public Sénat. Concrètement, sur la question de l'indemnisation, où en êtes-vous? Est-ce qu'il y a déjà une approche qui a été faite? Quand vous parliez éventuellement d'indemnisation forfaitaire, à quoi pensiez-vous? Où on en est aujourd'hui, de votre point de vue, sur l'évaluation et les modalités de cette indemnisation, sachant qu'il y a une indemnisation par rapport à des dommages qui sont déjà évalués et qu'il y a aussi des dommages qui, au jour d'aujourd'hui, ne peuvent pas encore être évalués. Alors, il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites. Nous avons travaillé avec la FMSE pour savoir quels sont les agriculteurs impactés et de répondre aux priorités. Nous allons gérer les fonds avec la FMSE pour identifier les agriculteurs qui doivent recevoir le soutien le plus rapidement possible. Nous allons travailler avec la préfecture pour gérer un fonds afin de répondre aux besoins des entreprises dans la société et dans le Rouen. Nous avons également financé des opérations de nettoyage et nous sommes en train de payer pour les évaluations environnementales. Donc à ce stade, il n'y a pas encore d'évaluation globale du préjudice de votre part. Il y a simplement des dispositifs, on va dire, pour faire face aux besoins les plus immédiats. C'est tout à fait juste. C'est bien cela, Monsieur le Président. On sera sûrement amené à revenir sur la question de l'indemnisation globale. Je ne veux pas monopoliser davantage la parole. Je vais tout de suite donner la parole à Madame Bonfanti de Sarre, rapporteur, pour poser la première question, puis ensuite à Madame Bonnefoy. Monsieur, je vous remercie d'avoir profité de votre séjour à Paris pour venir devant cette commission. Vous imaginez que les questions sont nombreuses. On va essayer d'être concis pour pouvoir permettre à nos collègues de poser leurs questions. Moi, ma première question est de savoir si vous avez répertorié le nombre d'incidents et d'accidents industriels du groupe Lubrizol depuis ces dernières années, au niveau français bien sûr, mais également au niveau européen et mondial. Et à ce titre, je voudrais savoir en quoi le régime de protection américain diffère-t-il du nôtre et quelles sont ses particularités dont nous pourrions nous inspirer. Ensuite, j'ai bien écouté votre message rassurant et vous avez dit vous-même que la quantité de produits chimiques brûlés par l'incendie est désormais connue. On connaît donc la nature, la quantité. Toutefois, oui, puisque la préfecture de Seine-Maritime a produit la liste. Franchement, j'avoue que je ne suis pas diplômée en chimie, donc j'ai eu beaucoup de mal à lire tout ça. C'est la raison pour laquelle je me demande si les produits chimiques qui ont brûlé ensemble n'ont pas entraîné une combustion sauvage. Et dans cette mesure-là, est-ce qu'on connaît vraiment la dangerosité du panache de fumée qui est sorti et qui a flotté sur la ville de Rouen et ses environs? Merci Madame la rapporteure, Monsieur Schnur. Je me permettrai peut-être de compléter le premier point soulevé par Madame la rapporteure, qui vous a interrogé sur les accidents qui ont pu se produire dans votre entreprise, en rappelant quand même, je ne l'ai pas fait tout à l'heure pour ne pas être trop long, qu'il y a eu quand même en 2013 un accident à Rouen dans votre établissement, une fuite de gaz importante, qui a conduit à ce que la justice condamne en 2014 l'entreprise Lubrizol, considérant, je cite, qu'il y avait une série d'insuffisances dans la maîtrise des risques de la part de la société.
Donc, si j'ose dire, ce n'est pas une première qui ait des problèmes dans votre entreprise et sur ce site. Et j'aimerais, en question complémentaire à celle de la rapporteure, que vous puissiez nous dire quelles conséquences sur ce site vous avez tirées des événements de 2013 et de la condamnation de 2014. Merci. Je commencerai avec la question au sujet des l'incident en 2013. Il y a eu du mercaptan qui a été lynché, qui n'est pas un produit dangereux, mais qui a une odeur très désagréable. Et nous nous excusons pour cela. Nous savons ce qui s'est passé. Nous avons investi 20 millions d'euros pour améliorer la sécurité et prévenir une répétition de risque. Ça n'a aucun lien avec le feu qui a eu lieu. Alors, en ce qui concerne le nombre d'incidents ou d'accidents, si je suis la liste, nous avons eu quelques blessures mineures et nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter toute blessure personnelle. Alors, en 2013, nous en avons parlé avec le mercaptan. En 2015, nous avons un site à Hambourg où il y a eu donc un incident qui a été rapidement réglé. En 2015, nous avions eu des problèmes avec des lâchers de l'huile qui sont allés dans le système d'évacuation de eau. En 2018, en Belgique, nous avons eu un tuyau qui a été percé et il y a eu des poudres qui ont été versées sur une route. Cela a été nettoyé très rapidement, mais ça a eu un impact sur le voisinage. Nous avons également eu un incendie en Pennsylvanie sur un site en 2017 et il s'est avéré que les produits stockés dans cet endroit ont été identifiés rapidement et nous avons changé l'approvisionnement des matières pour éviter que cet incident se reproduise. Nous avons pris les mesures pour s'assurer que ces incidents ne se reproduisent. Alors, en ce qui concerne les procédures de sécurité, comme vous le savez, la procédure française est donc réglementée selon Seveso. C'est une réglementation qui exige que l'on simule, qu'on identifie, qu'on simule des situations potentiellement dangereuses, des scénarios potentiellement dangereux qui pourraient advenir dans nos sites. Et nous le faisons régulièrement également dans le site qui a été impacté par l'incident en 26 septembre. Dans tous nos sites de production, nous cherchons constamment à simuler et à anticiper les risques potentiels, que ce soit en Amérique, en Asie ou que ce soit dans le monde. Les réglementations peuvent varier dans les différentes parties du monde, mais notre intention est toujours la même, c'est d'éviter les risques, d'éviter tout incident ou blessure. En ce qui concerne la fumée, et je vais compléter la réponse concernant les impacts sur la santé. Nous avons des détails au niveau moléculaire. Nous connaissons très bien toutes les matières qui ont été dans l'incendie. Nous pouvons simuler que cette panache de fumée, nous pouvons le simuler et calculer l'impact sur la santé de cette fumée. 90% des matières sont de carbone-hydrogène. Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce que l'on peut trouver brûlé dans un incendie, par exemple, dans une maison, et même dans des maisons ou des logements, les fumées peuvent être encore plus toxiques. Donc nous pouvons anticiper quel serait le contenu de la fumée. Nous pouvons déterminer, prédire quels sont les impacts à court terme ou à long terme sur la santé. De toute façon, la fumée est irritante.
Et nous sommes vraiment désolés et nous excusons de l'impact, mais il n'y a aucun autre impact sur la santé autre que l'irritation causée par les fumées. Madame Bonnefoy. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. J'avais, moi, deux questions, avant de laisser la parole à nos collègues. Une question qui concerne plus particulièrement vos liens avec Normandie Logistique. Vous avez dit tout à l'heure que depuis des années, vous travaillez avec Normandie Logistique, que c'était des pratiques communes dans votre secteur. Et que vous aviez par ailleurs, je l'ai noté, fourni la liste détaillée des produits stockés quand les autorités vous l'ont demandé après l'incendie. Moi, ma question est, est-ce que les substances stockées chez Normandie Logistique étaient les mêmes que celles stockées chez Lubrizol? Et est-ce que vous avez signalé régulièrement, et pas uniquement après l'incendie, mais régulièrement, au service de l'État, le déplacement sur le site de Normandie Logistique de fûts de substances dangereuses qui donc se trouvaient chez Lubrizol et qui, chez Lubrizol, justifient le classement en Céveso seuil haut, alors que, vous le savez, pour Normandie Logistique, l'établissement n'est pas classé Céveso. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, vous avez là aussi évoqué en préambule votre souci important, la grande responsabilité qui était la vôtre en matière de sécurité. Et je voudrais là vous questionner, puisque en 2010, il y avait une étude qui avait mis en évidence une méconnaissance importante des enjeux de sécurité pour les sous-traitants des industries rouennaises. Et sur la base de ce constat, est-ce que vous avez revu vos exigences, notamment en matière de formation, imposées par donc votre entreprise Lubrizol à ses prestataires? Donc, est-ce que vous avez recours à la sous-traitance? Pour quel type d'activité? Depuis combien de temps? Et est-ce que dans quelles conditions ont été formés ces sous-traitants pour répondre en particulier à cette étude de 2010 qui avait mis à l'évidence des carences importantes en matière de formation à la sécurité pour les sous-traitants? Voilà, c'est mes deux premières questions. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Schnur. Merci. Tout d'abord, je répondrai à la question concernant Normandie Logistique. Lubrizol stocke uniquement des matières non toxiques ou dangereuses, non dangereuses. Et les autorités étaient au courant du fait que nous stockions des matières chez Normandie Logistics, mais ils n'étaient pas informés régulièrement de ce que nous stockons chez Normandie Logistique parce que nous ne mettions pas des matières dangereuses qui étaient sous la réglementation Céveso. Et en ce qui concerne les sous-traitants, votre question concerne les sous-traitants, je ne connais pas tous les détails concernant l'étude, mais en ce qui concerne Lubrizol, tout sous-traitant suit toujours la même formation en matière de sécurité que nos employés et doivent avoir la même formation et être à même d'être en conformité avec les règles de sécurité. Nous avons un grand nombre de personnes qui s'occupent de la sécurité. Nous avons des sous-traitants qui travaillent dans nos sites et dans nos sites de stockage. Et toute personne qui se trouve sur ce site reçoit la même formation que nos employés. Et nous devons être assurés qu'ils peuvent donc être en pleine conformité avec toutes les règles de sécurité. Merci. Alors, je vais vérifier que j'ai bien vu toutes les demandes de parole à ce stade et que je n'ai pas une demande de parole qui m'aurait échappé. Donc, j'ai noté Madame Gruny, Madame Morin-Desailly, Monsieur Husson, Madame Brulin, Monsieur Tissot, Monsieur Dantec, et je vois... Alors, Monsieur Grémillet, Madame Canaillé et Monsieur Martin. Voilà. Donc, je donne tout de suite la parole à Madame Gruny. Oui, merci, Monsieur le Président.
Monsieur le Président du groupe Lubrizol, moi je suis de la région des Hauts-de-France, au nord de la France, et nous sommes impactés alors que nous sommes environ entre 200 et 300 km de Rouen. Et bien entendu, ce sont d'abord nos agriculteurs, parce que bon, sur la santé des personnes, a priori, ça a été levé. Mais en tout cas, les dernières autorisations pour pouvoir reproduire, on va dire, datent de ce week-end. Donc, vous voyez, depuis le 26 septembre. Donc, ma question, bien sûr, elle revient sur les indemnisations. Parce que si on dit que les produits ne sont pas toxiques, que nous ne sommes pas sur Rouen, est-ce que les assurances de l'entreprise Lubrizol vont bien prendre en charge en fait les pertes au niveau agricole et il va falloir du délai aussi pour connaître finalement l'étendue, on va dire, des dégâts. Je vous prendrai un exemple sur des betteraves où en fait chaque jour ils ont perdu leur teneur en sucre et ça pour l'évaluer ça va être très très compliqué en fait pour évaluer la perte. Et j'aurais voulu savoir ce que c'était qu'une indemnisation forfaitaire, parce que nos agriculteurs, ils attendent l'indemnisation pour ce qu'ils ont perdu réellement. Et les forfaits ne correspondront pas. Et dans quel délai aussi? Parce que ça, c'est essentiel. Alors bien entendu, ils vont avoir des avances qui sont plutôt en fait données par l'interprofession que par l'État français pour l'instant. Mais l'interprofession, elle n'a pas non plus des moyens extensibles pour suivre des agriculteurs qui sont déjà en grande difficulté. Et j'ai entendu aussi que, donc là ça concerne plus les indemnisations, que donc toutes les sécurités de l'entreprise étaient prises, mais suite à l'accident, parce que dans les entreprises, quand il y a un accident, on se repose les questions. Est-ce que à aujourd'hui, vous pensez mettre de nouvelles mesures en place pour éviter un accident du type que vous avez eu le 26 septembre? Merci. Merci Madame Gruny. J'indique en complément que la région Normandie aussi a mis en place des dispositifs d'avance pour les agriculteurs. Mais vous avez raison de souligner, comme on l'a fait tout à l'heure, qu'il y a une vraie difficulté à mesurer la réalité du préjudice. Et l'exemple que vous avez pris sur les betteraves l'illustre parfaitement. Monsieur Schnur. Yes, merci. Oui, merci. Tout d'abord, nous excusons de l'impact que vous avez ressenti dans le nord, dans votre région. Je ne sais pas quel sera l'impact au long terme. Je sais qu'il y a des problèmes avec les légumes, le lait, les œufs, certainement d'autres produits qui ont été affectés. Ce n'est pas un problème à court terme. Nous souhaitons fournir le soutien dans le long terme. Nous nous rendons compte que les personnes ont besoin d'aide maintenant et nous travaillons avec la MFSE pour s'assurer qu'il y a un mécanisme qui va assurer que l'on aide les personnes qui ont besoin d'aide prioritaire. Et nous allons voir comment les fermiers par la suite, toute entreprise impactée pourrait être indemnisée. C'est effectivement un processus assez complexe pour évaluer les impacts. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'un problème juridique. Il s'agit vraiment de fournir le soutien en tant que bon voisin. En ce qui concerne les mesures pour prévenir ce genre d'incident qu'il se répète, nous n'allons pas remplacer les entrepôts qui ont été détruits. Nous allons nettoyer ce site et nous allons transformer dans un site qui ne va pas faire de la production. Nous n'utiliserons pas pour les mêmes opérations, pour les mêmes exploitations avant l'accident. Merci. Madame Morin-Desailly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, je vous ai entendu exprimer des excuses et une forme de compassion. J'avais lu aussi un certain nombre d'articles de presse où vous exprimiez, ainsi que le directeur de l'usine de Rouen. Il a fallu malgré tout quelques jours
afin que ne soient officiellement données quelques excuses, ce qui a heurté, je dois vous le dire, les Rouennais dont je fais partie. Elles ont été un petit peu longues à venir. Vous avez évoqué le processus d'indemnisation pour lequel vous êtes prêt à prendre votre part. Je voudrais dire qu'il y a les agriculteurs, les éleveurs, mais il y a aussi toute une série de commerçants, dont les maraîchers. Est-ce que ce paramètre entre aussi en ligne de compte dans votre prise en compte des dommages à assumer? Je vous ai aussi entendu affirmer qu'il n'y avait pas de risque sanitaire à moyen terme. Alors bien sûr, comme ma collègue rapporteure, je ne suis pas une spécialiste, une experte en chimie, mais je crois qu'il faut peut-être être un peu prudent sur ce type d'affirmation. D'ailleurs, de très nombreux acteurs, et le Premier ministre s'est engagé, ont demandé un suivi sanitaire et épidémiologique extrêmement strict, et ce sur plusieurs années, et donc à long terme. Êtes-vous prêt à prendre toute votre part de responsabilité aussi, si malheureusement des effets devraient se produire et se révéler peut-être plus tardivement? J'ai également une autre question qui rejoint celle de ma collègue qui vient de s'exprimer en matière de nouvelles mesures de sécurité que vous envisagez prendre, puisque vous parlez d'ores et déjà de réouvrir le site. Premièrement, pourriez-vous nous expliquer précisément ce qui s'est passé ce jour-là quand l'incendie se déclare? N'y a-t-il pas au sein de l'entreprise un système de sécurité prévu de manière à ce que l'incendie soit maîtrisé en interne et qu'il n'y ait pas besoin, en tout cas, de faire appel aux pompiers? Que s'est-il passé exactement et auquel cas, quelles sont les mesures effectives que vous comptez prendre pour la suite? Voilà, merci de répondre à ces questions. Je me permets de compléter la première question de Mme Morin-Desailly. Je n'ai pas voulu tout à l'heure être trop long. Mais effectivement, vous avez indiqué qu'il n'y avait pas eu de danger pour la santé dans les événements qui se sont produits à Rouen, que les fumées n'avaient pas été nocives, qu'il n'y avait pas d'impact. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'affirmer ça? Qu'est-ce qui nous permet de vous croire? Et surtout, qu'est-ce qui peut conduire l'opinion publique qui aujourd'hui se pose beaucoup de questions, pour ne pas dire qui aujourd'hui doute fortement de tout ce qu'on lui raconte, que ce soit les responsables politiques ou vous-même? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui conduire à ce que l'on puisse croire vos propos sur ce point? Merci. Je vais répondre à la question concernant l'impact sur la santé. Je suis tout à fait conscient que les gens et le public aient beaucoup de doutes concernant ces risques de santé. Nous allons continuer à soutenir tout ce qui est test et échantillonnage et évaluation. Nous allons fournir les informations détaillées sur tous les produits qui ont été consumés dans l'incendie. Je ne suis pas un spécialiste de la toxicologie, mais nous avons un spécialiste de toxicologie. Et il y a aussi des experts indépendants. Il serait tout à fait normal que le public ait des doutes des doutes concernant l'évaluation de notre toxicologue. Mais nous pouvons fournir toutes les informations par des spécialistes indépendants pour rassurer le public. Nous avons des équipes qui comprennent très bien cette chimie et nous pouvons fournir cette information, la rendre accessible. Alors, en ce qui concerne les délais, nous étions désolés dès l'instant que l'incendie s'est avéré. Nous étions désolés dès le départ. Nous
nous étions en train de respecter la procédure qui était en cours et la procédure de communication, en matière de communication de la préfecture concernant l'événement, les dangers ou les mesures prises. Donc nous étions en train de respecter cela et nous fournissions toutes les informations nécessaires pour ces communications de la part de la préfecture. Bien entendu, nous aurions aimé parler directement aux résidents et nous l'avons fait par la suite et nous continuons de le faire. Mais ne vous méprenez pas, il y a eu 2 ou 3 jours, mais nous étions vraiment très désolé de ce qui s'est passé. Et nous penchons sur la question des agriculteurs, mais nous savons également que toutes les entreprises locales ont été impactées et nous allons travailler avec la préfecture afin de s'assurer que les fonds soient nécessaires pour les indemnisations. Nous avons contacté des sociétés pour le nettoyage, pour aider au nettoyage des sites impactés par le feu. Alors, question concernant ce qui s'est passé ce jour-là, je ne sais pas, je ne suis pas au courant de tous les détails et nous attendons le résultat de l'enquête, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire. Je peux vous dire ce que je sais à l'heure actuelle. Nous avons des caméras de surveillance dans un grand nombre de lieux sur site, des caméras de surveillance. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que selon la loi française, nous ne pouvons pas visionner autre chose que les films ou les vidéos qui sont filmées sur notre site. Toute images sur d'autres sites ne sont pas, donc nous ne pouvons pas les accéder. Donc, effectivement, nous avons uniquement les vidéos de notre réseau de caméras. Et ce que nous voyons, c'est que sur ces vidéos, c'est que l'incendie s'est propagé sur nos sites. Nous avons nos systèmes anti-incendie sont sur site et nous savons qu'ils ont fonctionné pour au moins pendant 2 heures. Il y a 2000 tonnes d'eau qui ont été utilisées et ce système est conçu pour éteindre un incendie dans les lieux de stockage. S'il y a un incendie qui vient de l'extérieur, ce genre de système ne peut pas protéger le bâtiment. Vous nous avez indiqué que vous étiez prêt à nous communiquer toutes les études et toutes les analyses réalisées. Donc, je vous fais formellement à cet instant la demande que vous puissiez communiquer à la commission d'enquête, effectivement, tous ces éléments pour que nous puissions les examiner avec, si nécessaire, le concours d'experts et de spécialistes, puisque, comme mes collègues vous l'ont dit, notre commission d'enquête compte peu de chimistes avisés. Mais néanmoins, nous avons la volonté d'examiner de très près ces documents. Monsieur Husson. Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques questions. D'abord, une pratique, Monsieur Schnur. Depuis l'origine, la survenance de ce sinistre, il est question d'un départ de feu qui aurait pris naissance à l'extérieur du périmètre de votre usine. À ce jour, puisque vous avez encore évoqué des organes et des outils de télésurveillance et de vidéoprotection, avez-vous avancé et pouvez-vous nous dire si vous avez la certitude confirmée du départ de l'incendie en dehors du périmètre de votre entreprise? Deuxièmement, à la suite de l'incident en 2013 sur un des sites de Lubrizol, entraînant à l'époque déjà des gaz malodorants, le gouvernement avait signé une instruction en 2014 visant à faciliter le recours rapide à l'expertise des services de l'État, de la DREAL, et à doter les sites Seveso de capacités indépendantes de prélèvement et de mesure dans l'air post-incident. Pouvez-vous nous dire si cette instruction a été respectée dans le cas précis? Par ailleurs, des rapports officiels dont il a été fait état dans la presse
évoqué ou évoquerait en 2016 la présence dans l'usine Lubrizol de produits, je qualifie entre guillemets, de très dangereux pour l'environnement et, toujours je cite, nocifs, des rapports qui estimaient qu'un incendie pourrait donner lieu à la formation de substances toxiques. Nous y revenons, tout à l'heure vous avez dit, il n'y a, je le garantis, aucune toxicité des fumées. Vous l'avez confirmé à notre président. Je vous demande également ce qui vous permet, en l'état actuel, d'avoir une certitude absolue sur la non-toxicité des fumées. D'autant qu'il est également fait sur le site Lubrizol état d'un mur couvre-feu qui aurait été demandé en 2010 à votre entreprise par arrêté préfectoral et qui ne serait pas ou n'aurait pas été construit. Enfin, au début de cette année, en 2019, une augmentation de l'autorisation de stockage de produits inflammables dans l'usine n'aurait, là encore, selon certains organes de presse, n'aurait pas fait l'objet d'une procédure spécifique et obligatoire d'autorisation. Pouvez-vous nous donner des éléments de réponse les plus précis à votre connaissance à ce jour? Merci, Monsieur Husson. Monsieur Schnur. Yes, merci. Je vais tout d'abord répondre à la question concernant l'augmentation de stockage en 2019. Nous avons donc fait la demande d'augmenter le stockage pour des ISO-containers. Des ISO-conteneurs, ce sont des conteneurs pour stocker. Et donc, le préfet et la DREAL prennent la décision eux-mêmes s'il y a des tests ou des vérifications environnementales à faire. Donc, cela constituerait une augmentation de 3% à peu près des produits stockés sur site. Il a donc été considéré que des analyses environnementales n'étaient pas nécessaires. Nous n'avons pas, en fait, mis en œuvre ce projet. Nous sommes en fait en train, en plein projet pour pouvoir transférer ces produits, mais cela a été suspendu. Donc, nous n'avons jamais mis en œuvre en fait ce projet suite à cette demande en 2019. Nous étions juste dans les préparatifs, mais cela n'a jamais été concrétisé. Concernant l'incident dont vous avez parlé en 2013, donc avec la DREAL et la préfecture, eh bien, tout ce qui a été décidé a été mis en œuvre. Pour ce qui est de 2010, il y a eu une discussion, je ne crois pas connaître tous les détails, concernant un pare-feu. Il a été estimé que les probabilités d'incendie étant très faibles, la construction de ce mur n'était pas nécessaire. Pour ce qui est de la question de la source de cet incendie, donc hors de notre site, je ne suis pas en mesure de voir toutes les informations qui font partie de l'enquête judiciaire qui est en cours. Ce que je peux vous communiquer, c'est ce que j'ai vu sur les vidéos, et il y a beaucoup d'éléments d'information mais bien sûr tout ce qui fait partie de l'enquête judiciaire, je n'y ai pas accès. Je peux vous assurer que je vais fournir toutes les informations qui peuvent aider à ce processus et à l'enquête. Donc j'aimerais déjà être en mesure de vous donner ces informations, bien sûr. Merci. Je vais donner la parole à Madame Brulin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur, je voudrais revenir également, comme l'ont fait un certain nombre de mes collègues, sur la fuite de Mercaptan en 2013. Vous avez évoqué un montant d'investissement réalisé à la suite de cet accident. Puis, vous êtes mis en conformité avec la DREAL, mais pouvez-vous être un peu plus précis sur ce point? Et dans les incidents que vous avez évoqués sur vos différents sites, vous n'avez, à moins que je mal entendu, pas évoqué l'incendie
qui s'est produit il y a quelques semaines, je crois, sur le site Lubrizol de Oudal, dans la région Avresses, qui était également un incendie. Est-ce qu'on pourrait avoir des éléments là-dessus? Ensuite, il m'a semblé qu'il y avait quelques contradictions lorsque vous dites que avoir le plus rapidement possible, et vous avez évoqué la date du 4 octobre pour communiquer au service de l'État le contenu des produits stockés à la fois, si j'ai bien compris, sur le site de Lubrizol, mais également sur le site de Normandie Logistique. Or, nous, les services de l'État, nous ont dit avoir des difficultés à obtenir la liste précise de tout ce qui était stocké. Et à ma connaissance, nous n'avons eu ce qui était stocké chez Normandie Logistique, qui nous était promis le 11 octobre. Ça n'a finalement été donné à la préfecture que le 14 octobre. Donc je vois là des différences et j'aimerais que vous précisiez là-dessus. Vous voulez vous comporter, dites-vous, en bon voisin. Si je peux me permettre, je ne crois pas, compte tenu de l'inquiétude qui taraude les habitants de notre région, que c'est en disant que le contenu des fumées n'est pas véritablement différent du contenu des fumées lorsqu'une maison brûle. Je tiens à vous dire que ça n'est pas entendable pour les gens qui ont subi et vécu l'incendie. Et enfin, vous avez évoqué le devenir, le fait que les salaires des salariés du site seraient garantis. Je voudrais savoir ce qu'il en est pour, là encore, les salariés du site d'Oudal, puisque les deux entreprises sont extrêmement liées et que l'une ne produisant plus, il peut y avoir des questions sur l'autre, et également sur les entreprises sous-traitantes qui sont extrêmement nombreuses et dont les salariés sont à juste titre également inquiets. Merci. Merci, Monsieur Schnur. Merci. So I'll take them in order that you asked. Alors, je vais répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées. Pour le Mercaptan, tout d'abord, eh bien, nous avons investi 20 millions d'euros afin de nous assurer d'avoir résolu le problème. La conception du processus, les gaz dans les systèmes d'aération. Nous avons fourni toutes les informations dont nous disposions de manière à ce que la situation soit garantisse la sécurité et pour nous assurer que cela ne se produirait plus. Pour ce qui est du Havre et l'incident dont vous avez parlé, il s'agissait d'un feu électrique de petite ampleur. Il a été éteint immédiatement. Il n'y a pas eu d'impact pour les communautés environnantes. Et dans toute situation de ce type, eh bien sûr, nous informons néanmoins les autorités locales. Il n'y a aucun lien. Mais pour ce qui est du Havre, vous avez raison, les sites sont liés, étroitement liés. Certains de nos employés de Rouen travaillent au Havre. Il y a différents types d'opérations, cela dit. Nous ne pouvons pas prendre tout ce qui était à Rouen et le transférer au Havre. Et donc faire en sorte que les opérations au Havre compensent les opérations de Rouen. Je me suis engagée auprès des employés de Rouen sur le fait qu'ils continueraient à être rémunérés. Il y aura un impact sur les sous-traitants. Cela dit, nous ne savons pas encore quelle sera l'ampleur de cet impact, mais nous allons essayer de le gérer au mieux. Pour ce qui est de Normandie Logistique, oui, merci pour votre question. Je vais être plus spécifique. Nous avons fourni la liste entière des produits Lubrizol stockés sur le site Normandie Logistique le 4 octobre. Mais Normandie Logistique stocke des produits pour Lubrizol, mais aussi pour d'autres entreprises. Je ne sais pas pour combien d'autres entreprises, je ne sais pas quelles sont ces entreprises. Mais il n'y a que Normandie Logistique qui soit en mesure de fournir cette liste exhaustive. Donc je ne sais pas quand cette liste a été fournie. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons donné la liste complète
complète des produits Lubrizol stockés chez Normandie Logistique, et ainsi que les fiches produits pour chacun de ces produits en date du 4 octobre. Pour ce qui est de la toxicité, je comprends complètement le scepticisme ambiant et comme Monsieur le Président l'a demandé, nous allons faire en sorte que des experts en toxicité indépendants puissent bénéficier de toutes les informations dont ils ont besoin pour mener toutes leurs études. Merci. Monsieur Tissot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai écouté avec attention votre propos introductif et permettez-moi juste de vous dire que je suis quand même un peu étonné devant votre optimisme, presque. En vous entendant dire que les fumées ne sont pas nocives, les retombées ne sont pas nocives, permettez-moi juste de vous faire part de mon étonnement. Sans faire de catastrophisme, je pense quand même qu'on est là devant une catastrophe écologique. Économique, certes, pour le pays rouennais, mais en tout cas écologique aussi pour notre pays et surtout les secteurs attenants à Rouen. Vous parlez de toxicité aiguë, que vous maîtrisez, que vous allez indemniser, tout ce qui a trait à la toxicité aiguë. Moi, je voudrais que vous vous prononciez clairement aussi pour une éventuelle toxicité chronique. Aujourd'hui, je pense pas, enfin, moi aussi je ne suis pas chimiste, mais j'ai lu pour préparer votre audition tout ce qui avait pu être écrit ou presque sur cet accident. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire si il y aura des retombées graves sur l'être humain, bien sûr, mais aussi, moi je voudrais que vous nous répondiez quels sont les engagements que vous prenez, quelles sont peut-être même déjà les mesures que vous avez déjà envisagées pour ce qui est des nappes phréatiques, quelles sont les études que vous allez mener sur la faune sauvage, sur les insectes, parce que ce sont des animaux migrateurs, peut-être, qui vont se déplacer, et peut-être se déplacer avec des produits nocifs et qui peuvent aussi contaminer bien au-delà la région de Rouen. Donc, l'eau utilisée par les pompiers, 1000 tonnes, je crois que vous avez annoncé tout à l'heure, cette eau est bien passée quelque part. Est-ce qu'elle est envisagée d'être traitée? Est-ce qu'on la suit? Est-ce que... Voilà, la Seine passe pas loin, voilà, donc peut-être qu'on va retrouver ça un peu plus loin. Vous démontrez aussi d'une bonne volonté, ce que je ne nie pas, mais je pense qu'il a fallu du temps, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, pour avoir des éléments probants. Je pense que si vous aviez voulu démontrer d'une bonne volonté pour rassurer la population, il y avait des éléments très faciles à mettre en œuvre. Par exemple, récupérer les filtres des ventilations de bâtiments qui sont fermés, donc des filtres de VMC, de ventilation mécanique contrôlée, et puis tout de suite voir s'il y avait des différences avec les périodes normales. Donc ça, est-ce que vous avez fait ces investigations rapides, on va dire, presque hors procédure? Voilà. Et puis après, j'ai une question un peu plus précise sur l'agriculture. Certes, vous allez indemniser, bien sûr, les agriculteurs, entre autres, qui ont dû jeter le lait pendant plusieurs traites. Et là, j'en doute pas. Mais aujourd'hui, ce lait, il a été jeté dans des fosses à lisier. Ces fosses à lisier vont être pleines, vont devoir être répandues, donc vont être répandues sur des terrains. Imaginons que les analyses démontrent que le lait est aussi contaminé. Donc voilà, c'est une question un peu vaste, certes, mais j'aimerais connaître votre avis et comment vous imaginez, alors sans faire de catastrophisme, mais très, très lucidement, comment vous imaginez accompagner toute la problématique future. Merci. Merci, Monsieur Tissot. Monsieur Schnur. Merci pour ces questions. Quand nous parlons d'effets sanitaires, nous parlons effectivement des effets de toxicité à la fois aigus et chroniques. Je crois qu'il est important de garder à l'esprit que jusqu'à présent, 2000 échantillons et 1000 résultats de ces échantillons ont confirmé qu'il n'y a pas d'impact sanitaire. Nous allons continuer bien sûr cette surveillance et nous allons continuer à être pleinement transparents.
Il y a un plan de surveillance sanitaire et environnementale qui s'est engagé et qui regarde les effets à moyen terme et long terme. L'eau a été confinée et va être traitée. Cela concerne la Seine. Je ne sais pas, et je m'en excuse, ce qui a été concrètement fait concernant les filtres de ventilation, mais l'information dont nous disposons pour ce qui est de la toxicité, de la composition, de tous les produits qui ont été affectés par le feu, tout cela a été fourni aux autorités locales et nous sommes disposés à fournir d'autres informations si on nous les demande en termes d'analyse et d'informations complémentaires. Tout ce qui peut être utile. Pour ce qui est du soutien à long terme pour les agriculteurs et pour les autres, nous sommes engagés à un soutien à court terme et à long terme. Nous allons continuer, bien sûr, à faire partie de la communauté locale, à être des voisins. Et donc, nous ne savons pas encore quels seront les besoins à long terme, mais nous serons là pour continuer à soutenir localement. Merci. Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Vous nous avez expliqué, donc, alors évidemment l'enquête éclaircira ce point, que l'incendie est peut-être parti de l'extérieur et que vos dispositifs anti-incendie ne prévoyaient finalement que de répondre à un incendie intérieur des entrepôts. Donc ma question est de savoir quelles études de risque vous aviez menées sur les risques extérieurs par rapport à votre activité industrielle. Et dans ce cadre-là, quels travaux avaient été menés avec la DREAL, avec les pompiers et les autres services de l'État pour mesurer les risques liés à l'environnement de l'entreprise? Non pas les risques internes à l'entreprise, mais les risques liés à l'environnement immédiat ou plus lointain de l'entreprise. Merci. Monsieur Schnur. Yes, merci. Eh bien, cela fait partie de la réglementation Seveso. Nous faisons des analyses de risques très nombreuses et nous avons fait une évaluation de risque pour le site et la partie qui a brûlé, et ce, quelques jours seulement avant l'incident. Nous ne pouvons pas faire une analyse de risque pour un événement qui se déclarerait en dehors du périmètre de notre site, parce que nous ne pourrons pas savoir véritablement dans tous les détails ce qui se passe en dehors de notre site. Donc ce que nous savons, c'est quels sont les matériaux et substances qui sont présents sur notre site. Ça, nous le savons dans les plus infimes détails. Pour ce qui est hors de notre site, nous n'avons pas cette connaissance de tout ce qui est présent en termes de produits, mais il y a une simulation qui a été menée autour de la zone qui a brûlé, et toutes les questions concernant les fumées, la toxicité, eh bien, notre évaluation se penche là-dessus, et cette information, bien sûr, nous la transmettons à la DREAL et à tous les services de l'État. J'espère que cela répond à votre question. Je pense que ça n'est pas le cas. Quand je vois M. Dantec, que je connais bien, froncer le sourcil comme cela, et je peux le comprendre, qu'il n'est pas convaincu par la réponse. Vous lisez dans mes pensées, Monsieur le Président. Ce qui veut dire que sur ces risques extérieurs, alors que sur beaucoup d'activités à risque, il y a évidemment analyse de différents risques. Prenons des risques connus, chute d'un aéroplane, intrusion terroriste. Donc l'analyse du risque extérieur fait vraiment partie, normalement, de l'analyse sur un site Seveso. Donc pour repréciser la question, ce qui veut dire que vous n'avez jamais eu ce travail sur les risques extérieurs de l'environnement immédiat de l'entreprise avec soit la DREAL, soit les pompiers, soit d'autres services de l'État. Yes, thank you. Alors, je vais essayer de mieux répondre à votre question. Désolé.
Donc, s'il y avait effectivement une source extérieure, dont vous avez parlé d'un avion, d'un attentat terroriste, quelle que soit cette source, nous essayons de mesurer l'impact sur ce qui est présent sur notre site. Donc, quelle que soit la source de l'incendie, nous comprenons pleinement les risques associés et les conséquences de cet événement, quelle qu'en soit la source. Ce que nous ne pouvons pas, en revanche, estimer, c'est les composantes de ce feu eu égard au site extérieur. Normandie Logistique n'est pas un site Seveso et donc considéré comme un site à faible risque, donc ne peut pas entrer en ligne de compte dans une analyse de risque Seveso. Mais nous sommes pleinement en mesure de mener des analyses de risque pour notre site, quelle que soit la source de l'incendie, nous faisons cette analyse de risque. J'espère que cela répondait mieux. Malheureusement, toujours pas. La question est juste et assez précise. Il n'y a pas de piège dans la question. Avez-vous travaillé avec les services de l'État, la DREAL, les pompiers, sur cette analyse du risque extérieur? La question est extrêmement simple et je pense que c'est des documents d'ailleurs que nous aurons, Monsieur le Président, à étudier par ailleurs. Pour essayer d'être plus clair que M. Dantec, qui pourtant est très clair, on a du mal à imaginer que vous n'ayez pas intégré dans votre réflexion et dans votre analyse de prévention des risques le fait qu'à la porte de chez vous, il y avait une entreprise qui apparemment avait en son sein des produits qui présentaient quelques dangers, à tel point que vous considérez même que l'incendie, ce qui reste à prouver, est venu de chez votre voisin. Donc on a du mal à penser que vous avez travaillé comme si votre entreprise était au milieu d'un no man's land, sans intégrer dans votre réflexion sur la prévention des risques le voisinage immédiat. Ça paraît quand même assez étonnant. Non, je crois que je n'ai jamais dit que je pensais que le feu venait de notre voisin. Ce que j'ai dit, c'est que la source était extérieure à notre site. Ça doit être une erreur de traduction. C'est ce que nous avons compris, en tout cas. Nous avons compris que c'est ce que vous aviez dit, que l'incendie s'était déclenché dans l'entreprise voisine. C'est ce que nous avons compris. Extérieur. Mais bon, la question reste valable néanmoins. Nous ne savons pas où le feu s'est déclaré. Ce que j'ai dit, c'est que le feu s'était déclaré en dehors de notre site. Mais notre analyse de risque, bien sûr, est basée sur le niveau de risque. Et pour évaluer les risques associés à un site qui n'est pas Seveso, et donc avec des matériaux qui ne sont pas Seveso, eh bien cela donne une analyse de risque qui n'est pas de risque élevé. Si il s'agissait d'une usine de traitement de produits chimiques Seveso ou à haut risque, nous en aurions tenu compte. Mais bien sûr, dans notre analyse de risque, nous avons tenu compte de cet entrepôt. Donc, si j'ai mal répondu ou été trop évasif... Je ne voudrais pas être trop lourd, mais... J'ai encore des demandes de parole. Donc absolument, mais la question est assez simple. Est-ce que vous avez travaillé avec l'État, avec les DREAL, sur ces analyses de risque extérieur? Je ne vous demande pas si vous l'avez pris en compte. Est-ce qu'il y a eu un travail collaboratif avec l'État, la DREAL, sur ce risque-là? Oui. Quelle que soit la source d'un incendie, dans le cas présent, nous menons l'analyse d'impact de cet événement avec la DREAL, avec la préfecture. Ce que nous faisons pour essayer de résoudre ces risques et continuer dans une amélioration continue avec des investissements est basé sur notre évaluation de la probabilité de survenue de cet événement. Généralement, cette probabilité est faible quand il s'agit d'un espace de stockage. Donc,
L'évaluation d'impact de ce qui a brûlé ne dépend pas de la source, mais de la propagation de ce feu. Donc, l'évaluation du résultat, des conséquences. Mais pour ce faire, nous avons mené des analyses de risque, nous avons décidé des investissements, pas véritablement à Rouen. Nous n'allons pas investir uniquement à Rouen parce que nous n'allons... mais j'ai besoin de savoir, pas seulement pour Rouen, mais pour tous nos sites dans le monde, pour assurer la sécurité de toutes nos opérations. Merci. Monsieur Martin. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, dire à Monsieur le Président que j'étais présent le jour même de cet incendie, à 11h30 le matin, sur site Lubrizol, puisqu'à l'époque, j'occupais des fonctions de président du conseil départemental de la Seine-Maritime et que j'étais amené à me rendre sur le site où j'ai pu mesurer l'ampleur de cet incendie hors norme, tout à fait exceptionnel, avec très rapidement ce panache de fumée sur plus de 22 km de long, sur 6 km de large. Moi, je voudrais, Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure évoqué, à une question posée par l'un de nos collègues, sur les moyens techniques que l'entreprise dispose. Vous avez parlé de vidéosurveillance ou de vidéoprotection, de détecteurs. Moi, je voudrais connaître les moyens humains dédiés à la lutte contre l'incendie que Lubrizol pouvait bénéficier ou pouvait engager à l'instant T, c'est-à-dire en pleine nuit, combien il y avait d'agents Lubrizol formés à la lutte contre l'incendie qui ont pu répondre présent. Ça, c'est la première question. La deuxième question, nous le savons, la doctrine de la directive Seveso et de la politique des installations classées consiste à ce que nous puissions, l'entreprise, contenir autant que faire se peut l'incendie à l'intérieur même de l'entreprise avant que, éventuellement, et ça a été le cas très rapidement, le service public d'incendie et de secours vienne en renfort. Donc, autre question que je voulais vous poser, Monsieur le Président, quelles ont été les mesures de coopération et de solidarité avec les entreprises voisines, puisqu'il y a des conventions de solidarité interentreprises en cas de risque majeur comme nous l'avons connu. Vous dire aussi que vous avez évoqué tout à l'heure l'engagement de l'entreprise Lubrizol à participer à faire en sorte que nous puissions retrouver un peu de promotion de l'attractivité de Rouen. Mais je voudrais simplement vous dire que ça va bien au-delà de la ville de Rouen. C'est la métropole Rouen-Normandie, c'est le département de la Seine-Maritime, c'est la région Normandie qui est concernée. Enfin, dernière question, ça a été à plusieurs reprises évoqué, dans vos relations avec Normandie Logistique. Pourquoi l'entreprise Lubrizol stocke des fûts chez Normandie Logistique? Et deuxième question, et ça sera la dernière, les fûts stockés au sein de votre entreprise étaient-ils tous dans un entrepôt ou s'ils ne l'étaient pas, faisaient-ils l'objet de procédures de sécurité particulières, notamment en matière de protection contre l'incendie? Merci, Monsieur Martin. Monsieur Schnur. Okay, merci for those questions. Merci pour ces questions. Eh bien, à 2h40 au milieu de la nuit, nous avions 17 personnes formées qui ont permis les premières mesures. Et je crois que Boralistic, qui est une entreprise locale, est venue en coopération. Je pourrais vous donner les noms des autres entreprises qui sont venues. Et je dois dire toute ma reconnaissance aux pompiers, à tous ceux qui nous ont aidés dans les premiers instants, tous les voisins. Notre reconnaissance demeure. Donc, bien sûr,
dans toute notre réflexion et les mesures que nous prenons pour assurer la sécurité de nos opérations, eh bien, l'idée de contenir dans un périmètre le plus restreint possible tout ce qui peut survenir sur notre site, eh bien, en termes de système de protection et système de suppression des feux, des extincteurs, donc pendant 2 heures, des tonnes d'eau ont été dispersées, mais pour ce qui est de la zone de stockage chez Normandie Logistique, cette zone étant considérée comme une zone à faible risque, il n'y a pas dans la zone de stockage Lubrizol, il n'y a pas de source de départ d'incendie en principe. Donc, il n'y avait pas de raison d'avoir de protection spécifique. Cela dit, nous dévouons toutes nos mesures aux risques que nous identifions et donc moins aux opérations qui sont considérées comme présentant de faibles risques. Je suis désolée si j'ai été trop rapide dans mon introduction. Concernant l'attractivité de la région de Rouen, nous en sommes pleinement conscients et nous voulons absolument soutenir tout ce qui peut permettre la promotion et l'attractivité de cette région dans son ensemble. Merci. Je vais donner la parole à M. Grémillet. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, une question concernant l'irritation. Cette irritation que vous avez évoquée, Monsieur le Président, directeur général, combien de temps elle dure? Provoque-t-elle des séquelles pour celui qui a subi ces irritations? Deuxième question, vous avez évoqué le dédommagement des entreprises et des productions agricoles du secteur. Mais avez-vous conscience que les conséquences de l'incendie vont au-delà du secteur, puisqu'aujourd'hui, on a avec certitude connaissance de produits qui sont mis au titre de la précaution sous séquestre, enfin, qui sont consignés, parce qu'ils ont été, certes, des volumes très limités, ont été mélangés avec d'autres volumes de lait, et vous avez ici de la poudre de lait, là-bas des fromages, dans les 4 coins de la France, qui se retrouvent aujourd'hui en situation de ne pas être commercialisés. Donc l'impact est d'envergure nationale et dépasse largement le secteur local, même si localement, effectivement, donc serez-vous en capacité de mesurer et d'apporter des réponses de dédommagement à l'ensemble des entreprises qui sont touchées par ce dossier? Troisième question, ça concerne le sinistre. Vous avez évoqué tout à l'heure que, effectivement, compte tenu que le sinistre, a priori, serait venu de l'extérieur, le système de sécurité qui s'est déclenché n'a pas pu se déclencher comme il l'aurait fait et aurait pu limiter l'incendie. Ma question est simple. Si le sinistre était uniquement sur Lubrizol, le système de protection que vous avez était-il capable de noyer et d'empêcher effectivement la propagation de l'incendie? Dernière question qui concerne effectivement, dès lors que c'est un site Seveso, les tests qui ont été réalisés sur le site suite à l'incendie confirment-ils effectivement les mêmes situations d'exposition à la fois des populations et de l'environnement sur le secteur? Merci, M. Grémillet. M. Schnur. Merci. Je vais répondre aux questions dans l'ordre que vous l'avez posé. Tout ce qui est irritation causée par la fumée, je pense que la durée de l'impact, cela dépend des personnes qui ont des conditions respiratoires. Peut-être certaines personnes sont plus sensibles aux effets de la fumée, donc je pense que ce serait probablement le cas dans ce cas-ci. Mais comme avec tout
incident de fumée. Lorsque la fumée s'est dissipée, les problèmes se dissipent. Mais c'est des experts qui devraient donc nous dire cela. En ce qui concerne les exploitations, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a un impact. Les discussions que nous avons eues avec la FMSE, je pense, couvrent une région assez étendue et je pense concerne toutes les régions impactées. S'il y a des régions qui ne sont pas incluses dans cette analyse ou ce diagnostic, nous prendrons l'engagement de les inclure. Mais nous ne sommes pas à même de mesurer ou d'identifier tous les fermes et l'impact sur tous les fermes. Et c'est pour ça que nous devons travailler avec la FMSE et d'autres organismes pour identifier les exploitations et les personnes qui ont besoin de soutien, d'assistance. Alors, si le feu, l'incendie avait eu lieu uniquement à l'intérieur de Lubrizol, est-ce que les mesures de prévention, le système de prévision aurait arrêté le feu? C'est certainement la façon dont l'installation a été conçue. C'était conçu pour faire cela, pour empêcher la propagation du feu, et nous tentons de simuler l'efficacité des installations. Alors, les tests suivant le feu, nous continuons à faire prendre des échantillons sur site et en dehors du site. Nous ne voyons pas d'impact. Il y a le site brûlé, il y a également les fûts et nous contrôlons les allées et venues. Et j'étais là il y a juste 2 semaines et notre partie du site n'a pas été impactée. Merci, Madame Canaillé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de Lubrizol, à plusieurs reprises, vous nous avez dit votre souhait de vous comporter en bon voisin, de vous investir dans la communauté locale des voisins. J'aurais aimé savoir ensuite quelles étaient les actions précises de Lubrizol sur un autre territoire que je connais bien, Le Havre, auquel Lubrizol est aussi un acteur. Il y a une communauté d'entreprises au sein de Synerzip qui intervient pour développer la culture du risque industriel et la solidarité entre les entreprises Seveso du territoire et les actions avec les habitants pour les sensibiliser. Je veux savoir si Lubrizol prenait part à de telles actions sur le territoire rouennais. Ma deuxième question concernera l'indemnisation. Effectivement, vous avez parlé de l'indemnisation des acteurs économiques, des acteurs du monde agricole impactés. Moi, j'aurais aimé savoir si dans l'indemnisation envisagée par Lubrizol, il y avait celle des communes qui ont été fortement impactées par le sinistre et qui ont dû faire face à de nombreuses dépenses. Merci, Madame Canaillé. Monsieur Schnur. Merci. Je pense que l'effort ou l'organisation, l'association dans Synerzip au Havre, Lubrizol fait partie de cette association. En ce qui concerne les indemnisations, nous n'en avons pas parlé aux autorités locales en matière d'indemnité. Nous nous focalisons sur les habitants, les entreprises et les exploitations. Nous avons de bonnes relations avec les autorités locales et nous aurons certainement ces discussions, mais ça n'a pas été encore fait. Merci. Dernier orateur inscrit, Monsieur Marchand. Ensuite, je redonnerai la parole aux rapporteurs qui ont quelques questions complémentaires. Monsieur Marchand. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Directeur Général, le site ne sera jamais plus comme avant, avez-vous déclaré ce matin à nos collègues de l'Assemblée nationale. Vous nous l'avez dit cet après-midi à plusieurs reprises. Est-ce que finalement, cette déclaration ne sonne pas comme un aveu
pour dire que eh bien, le site tel qu'il était aujourd'hui configuré, organisé, n'était pas forcément le plus optimal et qu'il y aurait sans doute eu, notamment au regard de l'environnement immédiat. Et j'ai écouté attentivement ce que vous disiez par rapport à Normandie Logistique et à ce qui m'a interpellé, j'ai envie de dire, sur la non-connaissance que vous aviez des contractants de Normandie Logistique, alors même que vous y stockiez des produits catalogués comme potentiellement dangereux et qu'on voit bien effectivement que l'addition de tous ces produits peut générer des conséquences. Donc, est-ce que vous ne pensez pas effectivement qu'au niveau des process, il y a eu quelques manquements et que finalement ce que vous avez déclaré ce matin et cet après-midi, eh bien voilà, n'est pas une illustration pour le moins patente. Merci. Merci. Monsieur Schnur. Merci. Notre décision de ne pas reconstruire des installations comme auparavant, c'est simplement que nous voulons continuer d'exploiter les installations qui n'ont été pas impactées par l'incendie. Et pour pouvoir faire cela, nous devons rassurer la population locale. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer de travailler comme nous le faisions avant. Nous pourrions très bien faire les mêmes opérations, l'exploitation comme auparavant, avec toutes les mesures qui seraient nécessaires. Mais je pense que cela ne rassurerait pas le voisinage. Donc nous allons faire ces activités à l'extérieur du site. En ce qui concerne les produits chez Normandie Logistique, nous stockons seulement des produits qui ne sont pas dangereux selon la norme Seveso. Nous avons des consignes très strictes et qui nous permettraient jamais de stocker des produits dangereux chez Normandie Logistics. C'est leur activité normale de stocker des produits d'autres sociétés. Ils ont des consignes et des réglementations à respecter, mais cela ne nous concerne pas, enfin le détail ne nous concerne pas. Nous devons nous assurer qu'ils sont à même de stocker les produits et qu'ils aient l'autorisation de stocker nos produits. Et ces produits que nous stockions chez eux étaient des produits qui n'étaient pas dangereux selon les normes Seveso. Merci. Je vais redonner la parole au rapporteur qui a encore quelques questions à vous poser. Madame Bonnefoy. Oui, merci Monsieur le Président. Concernant toujours Normandie Logistique, vous venez de dire que les produits, les substances que vous stockiez chez Normandie Logistique n'étaient pas dangereuses au sens de la norme Seveso. J'aimerais, et si le Président en est d'accord, que vous puissiez nous fournir la liste, une liste qui soit pour nous exploitable, des produits qui étaient stockés chez Normandie Logistique. Et j'aimerais aussi, parce que vous n'avez pas répondu à la question, que vous nous disiez pourquoi vous stockiez des produits chez Normandie Logistique. Pourquoi? Quel était l'intérêt pour vous de stocker des produits que vous estimez être pas dangereux chez Normandie Logistique? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est sur la toxicité. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'impact sanitaire et que vous aviez mis en place un plan d'études sur le sujet. Alors, qui? Lubrizol a mis en place ce plan d'études? Quelqu'un d'autre a précisé, en rappelant par ailleurs que la toxicité, elle s'évalue aussi eu égard à l'interférence des substances entre elles, ce que nous appelons les effets cocktails, ou les effets combinés des substances entre elles. Donc, est-ce que vous avez la certitude que l'interférence de ces substances entre elles n'a pas d'impact sanitaire? Et la
troisième question, c'est au regard de ce qui vient de se passer, au regard de cette catastrophe, s'il y avait quelque chose à améliorer, quelque chose à revoir, à refaire, que referiez-vous pour que cette catastrophe ne se produise pas? Feriez-vous ou ne referiez-vous pas d'ailleurs? Monsieur Schnur. Merci. La question concernant Normandie Logistique, nous allons certainement fournir une liste exhaustive de tous les produits. Et cette liste est disponible sur le site de la préfecture et je répéterai que nous ne savons pas, parce que ce n'est pas, cela ne nous concerne pas, quels sont les autres produits stockés chez Normandie Logistique de parties tierces. Mais nous pouvons fournir les informations concernant les produits Lubrizol. Pourquoi stocker les produits? Deux raisons. L'espace et probablement des questions de facilité logistique. Nous avons des sites de stockage partout dans le monde qui sont exploités par des parties tierces. C'est souvent pour des facilités logistiques. Il y a toute une série de raisons pour la sous-traitance du stockage sur d'autres sites. Alors, le plan dont je parlais concernant la toxicité, c'est un plan qui a été défini avec des associations environnementales et les autorités locales. Et ce plan a été publié sur le site de la préfecture. Alors, votre question concernant les cocktails de produits est une très bonne question. Et les produits Lubrizol concernés dans nos entrepôts et chez Normandie Logistique, nous pouvons faire des simulations de ces combinaisons ou ces associations de produits. Nos produits sont en fait des mélanges de différents produits chimiques. Lorsque nous les mélangeons, nous sommes tout à fait au fait des impacts ou des effets de ces cocktails de produits chimiques. Nous pouvons vous dire que 90% des produits sont produits de carbone, hydrogène. Nous connaissons des produits à combustion. Nous pouvons vous donner toutes ces informations. La question essentielle, fondamentale, c'est de savoir ce qui s'est passé actuellement et de savoir quoi faire. Nous devons avoir les résultats de l'enquête, nous devons savoir quelle est la source de l'incendie et on doit s'assurer que cela ne se produise plus. Je n'ai pas ces informations, nous attendons les résultats de l'enquête, nous sommes confiants que cette enquête sera une enquête approfondie pour que nous puissions répondre à cette question. Merci, Madame Bonfanti-Dossat. Oui, monsieur, certains de mes collègues ont évoqué le processus d'indemnisation. Vous nous avez affirmé que vous en avez parlé aux autorités locales. Et dans la presse, la semaine dernière, on a pu lire que vous confirmiez des entretiens prévus avec certains ministres, comme Elisabeth Borne, Agnès Buzyn et Didier Guillaume. Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, a évoqué un préjudice allant entre 40 et 50 millions d'euros, auquel vous avez répondu que cette somme n'avait jamais été évoquée. Alors ma question est de savoir si vous avez eu ces entretiens avec ces ministres français, si vous avez eu un entretien avec le président de la République pour un sujet qui doit être une préoccupation majeure de l'État français. Oui, j'ai rencontré Elisabeth Borne la dernière fois que j'étais à Paris. Je vais la rencontrer, je l'espère, lors de
ma visite et nous avons discuté de comment nous allons soutenir les personnes affectées. Alors, ce qui est sorti de ces échanges, ce serait d'avoir des comités locaux pour pouvoir mesurer l'impact. Je pense que cette initiative a été lancée il y a la semaine dernière. Je pense que c'est vendredi. Je ne connais pas le nom de la comité ou de la commission, pardon. Mais l'idée, c'est de travailler avec la population locale, avec les associations, les ONG et les autorités locales pour suivre tout ce qui se passe. Et dans ces discussions, nous allons pouvoir savoir qui sont les plus impactés. Je n'ai pas eu de réunion avec le ministre de l'Agriculture, mais nous allons certainement avoir des discussions par la suite pour savoir quels sont les activités impactées. D'entretien avec lui sur ce sujet. Monsieur Macron, président Macron. Non, je n'ai pas encore rencontré le président Macron, mais je serais très honoré de le rencontrer. Toute petite question encore de Mme Bonnefoy. Et puis je crois que vous vouliez porter un petit mot de conclusion avant que l'on mette un terme à cette audition. Oui, Madame la rapporteure. Merci. Moi, ça concerne les opérations de dépollution qui sont, qui peuvent être, probablement même doivent être nécessaires sur le site ou hors du site. Et donc, à combien estimez-vous le coût de ces opérations? Comment seront-elles menées? Pour combien de temps? Il s'agit bien évidemment de l'enjeu des fûts qui sont endommagés et qu'il faut évacuer. Je vous en prie. Yes, merci. Je n'ai pas une évaluation de coût, une estimation de coût, mais je peux vous dire ce que nous allons faire. Comme vous le savez certainement, et comme les autres sénateurs le savent sans doute, nous avons un grand nombre de fûts de produits qui ont été détruits dans l'incendie, mais il y a également beaucoup de fûts qui n'ont pas été détruits, mais qui ont subi des températures très élevées. Et on doit faire très attention dans ces opérations d'évacuation des fûts. Nous avons affaire à appel à des spécialistes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'odeur. Donc nous avons construit un enclos, une espèce de tente qui empêche la diffusion des odeurs. Il y aura un robot qui sera utilisé pour déplacer chaque fût, pour le mettre dans un enclos, dans un dispositif qui va contenir ces fûts. Cela va prendre des mois. Nous allons prendre le temps nécessaire et le faire dans les meilleures conditions de sécurité pour assurer une sécurité totale. Et donc, cela va certainement prendre des mois pour dépolluer le site et nous le ferons de manière très le plus efficace possible et s'assurer que l'on fasse tout le nécessaire selon les normes. Nous allons prendre le temps nécessaire pour faire cela comme il le faut. Monsieur Schnur, vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport aux propos que vous avez déjà tenus en réponse aux questions posées? Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord dire, vous remercier du temps consacré et pour vos questions, à chercher à comprendre ce qui s'est passé à Rouen et le fait que vous vouliez trouver des solutions, améliorer la situation. Nous voulons agir en bons voisins. Nous allons aider la population. Nous avons déjà démarré et pris des mesures. Une des
raisons pour ma présence ici à Paris et pour ma visite à Rouen cette semaine. C'est pour s'assurer que nous fournissons le soutien et les ressources nécessaires. Nous sommes vraiment désolés et nous présentons toutes nos excuses aux personnes qui ont été impactées par cet événement. Et nous nous rendons compte comment cela va changer notre exploitation à Rouen. Nous avons déjà appris énormément de choses concernant notre société et nos équipes. Je suis très fier du groupe Lubrizol en France. Je les ai vus, j'ai discuté avec eux au quotidien depuis l'accident. Ils ont fait un très bon travail, s'attachant à aider la communauté et leurs collègues. J'aimerais remercier toutes les parties prenantes, le gouvernement et toute la communauté rouennaise. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. On a bien noté vos bonnes intentions. Soyez certains que nous serons très vigilants quant au fait que ces bonnes intentions se traduisent dans les faits. Vous aurez remarqué qu'il y a quand même beaucoup de questions qui ont été posées, auxquelles on n'a pas, et c'est pas forcément normal à ce stade, eu toutes les réponses, notamment tous les aspects indemnisation qui restent très importants pour nous et sur lesquels vous n'avez pas été aujourd'hui en mesure d'apporter tous les éléments de réponse. Et vous avez certainement pu mesurer aussi que nous avions quelques doutes sur la réalité des informations relatives à la non-dangerosité des fumées sur le site et sur les alentours. Et donc, comme je vous l'ai demandé, nous attendons avec beaucoup d'intérêt et là aussi de vigilance les analyses que vous pourrez nous produire. Je vous rappelle que nous vous avons adressé une liste de questions. Un certain nombre ont été posées aujourd'hui. Pour celles qui n'ont pas pu être traitées aujourd'hui, on souhaiterait que vous puissiez y répondre par écrit et nous adresser les réponses à ces questions dans un délai de 2 semaines, si ça vous semble possible. Voilà, vous venez d'assister à l'audition du PDG de Lubrizol, une audition organisée dans le cadre de la commission d'enquête mise sur place afin de faire la lumière sur l'incendie de l'usine chimique de Rouen. Beaucoup d'excuses, une volonté affichée de rassurer les populations et de coopérer avec les autorités. Voilà en substance le propos du dirigeant du groupe américain devant les sénateurs. L'enquête va maintenant se poursuivre. On en reparlera bien évidemment sur Public Sénat. En attendant, je vous souhaite une excellente journée sur notre antenne.